Aujourd'hui, à Immobilier et Enjeux. Il n'y a personne qui n'a pas payé son loyer. Exact. En mars, avril, mai, juin. On fait 40 000 clients par année dans une boîte de Kleenex. Là, c'est tout le temps plein à craquer. Et cet été, on cherchait nos clients. Le TGA pour le refinancement ou pour la vente est en train de baisser énormément. Dans le fond, les TGA baissent en ce moment parce que les investisseurs, ils commencent à croire, dur comme fer, que les taux d'intérêt qui sont bas comme ça sont là pour rester longtemps encore. Il y a un paquet de gens qui font juste mettre beaucoup de levier sur les acquisitions sans réellement savoir comment utiliser le levier. Yes! Bonjour tout le monde! Alors, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Nicolas Ray, je suis PDG de MREX, également professeur au Collège MREX. Et aujourd'hui, on est dans le prochain épisode Immobilier et Enjeux, série qui est à la fois live, bien sûr, et ensuite rediffusée par la suite sur nos plateformes. Alors, l'objectif avec cette série est d'avoir des invités qui viennent discuter avec moi afin de vraiment traiter des enjeux actuels qui impactent l'investissement immobilier et tout le monde de l'immobilier multilogement. Alors, aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir trois invités avec moi. Alors, ils vont se joindre avec nous à l'instant. Alors, j'ai Mathieu Aubry, qui est courtier immobilier, investisseur immobilier. Mathieu a été, la Meurthe Multilogement. Je crois que tu as fait la C2, toi, Mathieu. Hein? Exact, la deuxième. Super. Maintenant, tu es également conférencier invité et enseignant chez nous de temps à autre. On a également Martin Gauthier qui est avec nous. Martin qui est un entrepreneur, je dirais, à succès avec de super de belles entreprises et toute une carrière. Également investisseur immobilier. Martin, c'est un OG. Il a fait la première cohorte de la Meurthe Multilogement. Donc, Martin, the original gangster. Yeah, vintage. Vintage. Également investisseur immobilier. Et Philippe Foisy, Philippe qui en fait également est un OG, mais est un OG au niveau du Collège MREX, a été un des premiers étudiants dans le certificat d'ingénierie financière, quoiqu'il était déjà techniquement un professionnel de l'ingénierie financière. Il a fait le certificat d'ingénierie financière multilogement pour venir chercher une plus grande spécificité. Philippe est également devenu professeur au Collège MREX depuis ce temps-là et donc est une pointure assez habituel chez nous. Merci beaucoup d'être là, Philippe. Merci à toi. Puis n'hésitez pas non plus à embarquer dans la discussion, la dynamiser. J'aimerais savoir comment vous avez vécu, comme propriétaire d'immeubles multirésidentiels, comment vous avez vécu la première vague? Je peux commencer. Ouais, c'est arrivé en fait dans un drôle de moment. Les renouvellements étaient en cours. Chez nous, pas tout le monde avait répondu. Moi, j'envoie toujours le début février pour avoir une réponse à début mars, mais là, il y a tout le temps du monde qui traîne un peu. Puis, bref, il y avait du monde qui n'avait pas répondu encore. Puis, je pense que ça a comme gelé une partie du marché montréalais. Il y a des gens qui ont pas déménagé cette année à cause de ce qui s'en venait. Il y a du monde qui avait dit qu'ils déménageaient, qui ont capoté parce que là, ils trouvaient plus de place puis ils étaient pas capables de faire de visites. Mais ça a créé beaucoup d'insécurité dans le marché. J'imagine que les propriétaires qui ont envoyé leur renouvellement tard, début mars pour une réponse en avril ou après, eux autres ont dû se retrouver vraiment à jongler plus encore que moi j'ai eu à le faire. J'ai été chanceux, c'était une année où il y avait peu de renouvellement dans mon immeuble résidentiel. Sur le marché de Sherbrooke, dans lequel je suis présent aussi, on a vécu ça aussi un peu. Ça a été un peu comme bizarre. Il y avait du monde qui voulait s'en aller, mais finalement, ils voulaient plus s'en aller. Puis, ça tombait bien parce qu'il y avait comme pas grand monde qui voulait visiter. Puis, ça a été une période de relocation tumultueuse pour moi. Puis, juste pour vous donner du contexte, toi, Martin, tu as des immeubles surtout usagés sur l'île de Montréal? Ouais, 2 immeubles usagés sur l'île de Montréal. Dans quel secteur, juste pour donner une idée aux gens? Un 12 plex dans Hochelaga, puis un triplex semi-commercial sur le plateau Mont-Royal. On reviendra, là, parce que là, j'ai du commercial puis des Airbnb. Là, ça a tout changé à cause de la pandémie. Ouais. Sherbrooke, là, on a une série de plex, là, de 6 plex. Là. Dans le neuf, des immeubles presque. Oui, tout à fait neuf, exactement, ouais. Super. Mathieu? Oui.
Personnellement, nous, on était sur la fin, sur les derniers milles d'une optimisation sur un immeuble à Montréal, dans le plateau. Donc, on restait des petites choses là, à conclure. Là, on était vraiment sur la finition. On avait déjà commencé la location. Et puis, on était à remplir l'immeuble, si on peut dire. Fait qu'il y a une panique qui s'est installée. Plateau, nous, on est coin de Relais-Laurier, donc une clientèle multiculturelle, beaucoup de Français, beaucoup d'étudiants, beaucoup de PVTistes, et ainsi de suite. Fait que ça s'est fait quand même assez rapidement. On a réussi à locker plusieurs locataires, mais les gens sont repartis en Europe, sont repartis un peu partout. Donc, on a tourné longtemps avec un immeuble loué, mais vide. Puis, les derniers ont été un petit peu plus difficiles à louer, c'est sûr et certain. Il a fallu être plus, il a fallu être plus accommodant. Mais on a été super chanceux, nous, là-dedans. Puis, on était en processus de refinancement aussi avec la SCHL. Déjà, tout de suite après, il y a eu le changement de gouverne un peu, si on peut dire, par rapport à la SCHL là-dedans. Nous, c'était un produit usagé. Puis avec les grandes lignes qui sortaient, on pensait qu'on était directement là-dedans. Finalement, ça s'est quand même bien passé. On s'en est très bien tiré là, personnellement avec nos projets. Et on était chanceux. Tous nos projets étaient sur la fin ou terminés ou stabilisés. Là. Fait qu'on s'en est super bien tiré là, de notre côté. On a des immeubles, nous, sur la rive sud de Montréal. On en a à Montréal. On a du neuf. Montréal a été très différent de la rive sud. Puis si je peux parler aussi pour mes investisseurs, c'est sensiblement la même chose. Là. Tous les gens qui étaient dans le produit usagé, optimisé au maximum du marché, il y a eu une panique là, qui s'est installée là-dedans, mais on a quand même réussi à capitaliser là-dessus. C'est plus, je te dirais, présentement, dans la seconde vague, on va avoir la chance d'en reparler, là, où c'est différent. Là. Puis tu disais rapidement, avant qu'on aille à Philippe, tu disais qu'il y avait une différence entre tes immeubles, ta clientèle sur l'île de Montréal versus la Rive-Sud de Montréal? Oui, tout à fait. La Rive-Sud, honnêtement, nous, c'était pour le mieux. Là. Puis on le voit, là, il y a une clientèle qui chasse Montréal, là, carrément. Là. Sur la Rive-Sud, je vais donner un exemple, on a des immeubles à Saint-Hyacinthe. Saint-Hyacinthe est très agroalimentaire. Pendant la première vague, la première pandémie, il n'y a rien qui a arrêté de tourner à Saint-Hyacinthe. Là. Je veux dire, tous les gens travaillaient, tous les gens avaient des bons postes parce que la majorité du secteur là-bas était comme relié un peu à tout ce qui est services essentiels. Là. Fait que, il ne s'est rien passé là-bas. Puis à la limite, les gens peut-être de Saint-Hyacinthe qui habitaient à Montréal ont même décidé de revenir vers Saint-Hyacinthe. Oui, les sessions scolaires sont pas parties ou ont été mises de côté. Ça pouvait se faire à distance. Fait que, il y avait une facilité de retourner chez papa-maman aussi. Mais, comme Martin dit, il y a des gens qui avaient en tête de bouger, qui ont reporté le projet aussi. Ça, on l'a vu, là. Philippe, de ton bord, qu'est-ce que tu as vécu durant la première vague? Ouais, ben moi, la première vague, ça a été beaucoup, c'était beaucoup au niveau de l'incertitude, puis on avait même parlé sur des podcasts à ce moment-là. Moi, ce qui me faisait le plus peur, c'était la liquidité. C'était comment que les banques allaient réagir. Au mois de mars, on avait eu un mois où est-ce que le taux de calibre chez Desjardins il est passé de 4% à 5,2 en 3 jours. Là. Fait que c'était tout. Moi, quand je regardais mon portefeuille, que je regardais mes investissements, c'était surtout ça. Puis en plus, à ce moment-là, on ne savait pas encore la réponse du gouvernement au niveau de l'aide pour les gens. Fait que là, tout de suite, ça peut sembler un peu extrême pour des gens, mais moi, j'ai tout de suite fait des tests sur mon parc à savoir si pendant 1 an, OK, parce que ça avait l'air vraiment grave à ce moment-là aussi, là, si pendant 1 an, j'ai 50% du monde qui ne me paye pas, c'est combien de cash que je dois avoir dans mon compte pour survivre pendant ce temps-là? C'est quoi mes travaux d'optimisation qui s'en viennent sur tous mes projets, mes besoins en liquidité, ainsi de suite? Puis bien, la première chose que j'ai faite, j'ai pris 2-3 projets qui étaient quand même matures pour être refinancés, que j'aurais peut-être pu attendre 5-6 mois. J'ai tout de suite refinancé ça, renflouer les comptes, m'assurer que j'ai assez d'argent pour passer au travers de quelque chose qui n'est pas fini encore, puis qu'on n'a aucune idée de ce qui va. L'incertitude est toujours là, mais l'incertitude à ce moment précis-là était vraiment plus intense. Écoutez la version intégrale gratuitement au www.formationenlignemrex.com. À très bientôt.